Allez, on parle d'immobilier sur Boursorama et c'est vrai qu'après avoir été à l'arrêt avec le confinement, le marché immobilier fait son grand retour. De nouveau, quand on écoute les agents immobiliers, eh bien les visites sont de plus en plus nombreuses. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au revenu qui vient de s'acheter 3 maisons dans la semaine. Bon, plus sérieusement, la question que tout le monde se pose évidemment, c'est l'impact de cette crise sanitaire sur l'évolution des prix. C'est vrai que quand on écoute les agents immobiliers, dont certains sont passés sur ce plateau, on a l'impression qu'il n'y a pas de crise, quoi, pour l'immobilier. Oui, alors en tout cas, c'est sûr qu'il y a un regain d'intérêt notamment depuis mi-mai, depuis le début du mois de juin. C'est une autre affaire si on parle, on va dire, des comportements réels. Alors, ce qui est sûr, c'est que la crise sanitaire, elle a vraiment créé une situation inédite, David. Ça, c'est sûr. Le marché s'est complètement arrêté et les transactions sont en fait pas encore reparties. Et c'est vrai que la question, c'est que au départ, on avait des prix élevés en début d'année. Est-ce qu'ils peuvent se maintenir? Je crois que c'est très important de garder en tête quand même qu'il y a eu 4 phases sur ce sujet. Il y a eu 4 dates clés. Le 17 mars avec le début du confinement, qui a vraiment tout arrêté, plus de visites, plus de transactions. Le 3 avril avec l'apparition d'un décret qui autorisait la signature sur support électronique des actes de vente immobilière pendant la période d'urgence sanitaire, mais période intermédiaire en fait dans les semaines qui ont suivi, parce qu'on a réalisé qu'en fait 40% des offices notariaux étaient équipés et que les clients ne l'étaient pas forcément ou n'avaient pas forcément envie d'utiliser ces outils numériques. Et puis il y avait d'autres freins, les diagnostics techniques étaient difficiles à faire, les mairies pouvaient être fermées, donc les documents d'urbanisme, les délais étaient allongés, les déménagements étaient interdits à partir du 1er avril, etc. Et donc la date du 11 mai, qui était la première phase de sortie du confinement, en réalité, elle a permis de commencer à sortir de la torpeur avec effectivement une augmentation sur les sites d'annonces immobilières, le début de reprise des visites, mais en fait c'est vraiment la date du 2 juin avec l'élan surprise, donc dans les jours qui ont précédé de la date elle-même du 2 juin, qui a vraiment libéré, on va dire, et fait sortir le secteur du mode pause. Donc on sort du mode pause et on se dit, alors déjà sur l'activité, sur le nombre de transactions, on se dit qu'on a amputé l'année de 2 mois, quoi, en gros. Voilà, en fait c'est ça. Si on regarde d'ailleurs les volumes de vente, donc c'est vraiment l'activité réelle, c'est pas le déclaratif des agents immobiliers, du trafic sur les sites d'annonces, etc. C'est vraiment ce qui s'est vraiment passé. Alors c'est vrai que les chiffres, on a des projections, mais on a surtout des chiffres, on va dire, à fin mars, mais ils donnent quand même des indications. Parce que les notaires, effectivement, nous indiquent que, notamment en Île-de-France, en fait, les ventes de logements avaient reculé de plus de 20% en fait à la fin du premier trimestre 2020 par rapport à un premier trimestre 2019 qui certes avait été très actif, mais donc là vous avez quand même 15 jours de crise sanitaire à partir de mi-mars, mais ce que ça veut dire c'est qu'en fait dès février les ventes avaient déjà ralenti à cause notamment de l'impact des grèves contre la réforme de retraite. Donc en fait ensuite le confinement a tout bloqué à partir de mi-mars et les notaires disent que environ 90% des transactions habituelles qui se font au printemps, parce que c'est une période assez dynamique, elles n'ont pas pu avoir lieu. Donc comme vous dites, l'année immobilière va sans doute ne compter que 10 mois, donc on peut s'attendre à une baisse de l'activité, donc activité c'est-à-dire les ventes réelles de plus de 20%, les notaires disent plus de 20%, et quand on regarde sur la France entière, en réalité, on n'a pas encore là des chiffres aussi précis, mais l'impact devrait être comparable, même si l'INSEE, en fait, sur 12 mois glissants, effectivement, montre en fait un recul des transactions, mais qui est un peu plus faible, qui est de 2,6%. Et en fait, même sur la période actuelle, en fait, jusqu'à il y a quelques jours, en réalité, ce sont essentiellement les dossiers en cours ou qui avaient été en suspens qui sont traités. Oui, mais donc, il y a d'ailleurs des annulations de promesses de vente dans mais pour moi, c'est ça le sujet, parce que même s'il n'y a que 10 mois d'activité réelle, puisqu'on a perdu 2 mois, la question c'est une transaction qui aurait dû se faire en mars ou en avril, si elle se fait en juin, en juillet, c'est pas un problème. La question, c'est pour voir le nombre de transactions qu'on va perdre cette année, c'est de voir celles et ceux qui ne feront pas cet achat immobilier et qui renonceront à cette acquisition. Mais alors, justement, absolument. Et donc ça c'est un petit peu, c'est une des prévisions, bien sûr, qui est plus difficile à faire parce qu'elle est liée au comportement des gens. Et alors, si on regarde, en fait, en tout cas, l'impact sur les prix, parce qu'en fait, on peut se dire, après un choc aussi brutal… Oui, il y a que ça qui nous intéresse, hein, les prix. Voilà. Est-ce que ça a les baissé de conséquences combien? économiques vont être importantes. Alors, on n'a pas de comparable. On en a quand même un, c'est évidemment la crise financière. Alors, on avait noté entre septembre 2008, c'est la faillite de Lehman Brothers,
Et à peu près jusqu'au printemps 2009, le marché s'était effondré, mais essentiellement par manque de transactions, c'est-à-dire qu'il y avait eu très peu de transactions, donc quand elles s'étaient faites, c'était avec une grosse décote, et ensuite le marché s'était réajusté rapidement, en fait à partir du milieu de l'année 2009, et quasiment jusqu'à ensuite la turbulence suivante, qui était celle de la crise de la dette souveraine, la crise de l'euro à l'été 2011. Donc, en fait, ce qu'on constate pour le moment, c'est qu'en réalité, avec les chiffres actuels, les prix, en fait, ils ont augmenté. Au moment où je vous parle, les prix ont augmenté, même sur la France entière, puisque à fin mars, ils se sont appréciés de 5%. Bon, et puis, c'est un peu plus que la moyenne annuelle qu'on avait à fin décembre 2019. Bon, donc en fait, si vous regardez même les appartements franciliens ou ceux à Paris, vous êtes à respectivement plus 6,8 et plus 8%. Et quand on regarde l'indicateur avancé des notaires, donc sur la base des avant-contrats qui ont été signés, eux, ils prévoient début juillet un prix moyen du mètre carré à 10 690 € en juillet contre 10 460 à fin mars. Mais le problème, c'est qu'il y a un trompe-l'œil. C'est qu'en fait, ce sont des dossiers en cours ou qui ont été retardés. Et ce qu'il faut essayer d'imaginer maintenant, et ce qui est difficile à imaginer, c'est que cette pause dans l'activité, est-ce qu'elle a vraiment cassé la dynamique qui est très positive en début d'année, à la fois sur les volumes de vente et sur les prix, et qui était favorable depuis quasiment 2016, ou est-ce qu'en fait cette crise sanitaire va vraiment créer un choc qui va freiner l'activité? Alors, il n'y a pas de raison, David, que le secteur de l'immobilier ne soit pas lui aussi touché par l'impact d'une crise qui a mis toute l'économie en panne. Parce que l'achat d'un bien, en plus, c'est pas un achat d'impulsion. C'est pas comme acheter une baguette de pain. Donc c'est vraiment un investissement qui représente de nombreuses années de revenus nets. Souvent, l'acquéreur peut être amené à s'endetter 20, 25 ans. Et puis, on sait on attend une montée du chômage. Vous en parliez. Et c'est vrai que, bon, s'il y a une hausse de près de 10% du chômage, après le confinement et après la crise, forcément, ça va avoir un impact. Alors, certains experts indépendants, qui ne sont pas des agents immobiliers, disent que l'activité pourrait en fait baisser de 20 à 30%, aussi bien dans l'ancien d'ailleurs que pour les achats dans le neuf, et que donc du coup, avec une contraction des revenus, éventuellement des baisses de revenus ou une augmentation du chômage, eh bien ça devrait avoir mécaniquement un effet sur le prix. Alors à l'exception peut-être de Paris ou des marchés très très tendus, parce que là on a des profils un petit peu différents. C'est-à-dire que, mais il y aura quand même peut-être une petite correction, mais par exemple sur une ville comme Paris, vous avez des clientèles qui ont des plus hauts revenus, qui peuvent avoir une plus grande solidité financière, qui peuvent être à l'affût d'opportunités. Donc, il y aura peut-être une correction peut-être plus modérée, de 5 à 10%. Mais, voilà, certains experts indépendants pensent qu'en revanche, en province ou dans des villes moyennes, on pourrait être sur un ordre de grandeur plutôt du double. Donc, ça veut dire on serait de 10 à 20% de recul, même s'il est provisoire. Alors, c'est vrai qu'il y avait aussi, on l'a beaucoup entendu, un intérêt pour la pièce supplémentaire, aller vivre loin des centres-villes grâce au télétravail, etc. Bon, ça ne veut pas dire que ça va se traduire en acte d'achat. Quand vous faites un achat immobilier, vous vous demandez, est-ce que mon entreprise va faire faillite? Est-ce que je vais toujours avoir mon emploi dans 6 mois? Que va donner l'économie dans son ensemble? Donc, je pense pas que cette intention, bien sûr, les professionnels de l'immobilier ont intérêt à ce que les prix augmentent parce que du coup, ça permet de décider les acheteurs. Quand vous avez des prix qui peuvent baisser, l'acheteur est plutôt attentif. Il se dit autant acheter moins cher, attendre un peu, acheter moins cher. On peut comprendre le raisonnement, mais là, il y a effectivement quand même une grande incertitude. Laurent, juste, on a titré, c'était votre idée immobilier, c'est cette future baisse des prix qu'on vous cache. Pourquoi on titre ça? Parce que pour vous, il y a un décalage entre ce qu'on entend de la part des agents immobiliers, et c'est normal, ils vont passer à la branche sur laquelle ils sont assis, et le fait qu'on s'interroge sur le fait que l'immobilier puisse passer au travers des gouttes alors que le reste de l'économie pour l'instant est à plat, quoi. Oui, parce que alors il y a notamment parce que en fait il n'y a pas de nouvelles transactions. Enfin, ce que disent les notaires, c'est qu'ils traitent les dossiers, mais aussi bien en fait les agences quand vous êtes sur le terrain ou dans les études de notaire, il n'y a pas encore de nouvelles promesses de vente, ou en tout cas il n'y en a pas beaucoup. Et donc ça veut dire qu'on est bien dans l'entre-deux. Et donc les choses vont se manifester très probablement plus fin juillet, mais surtout probablement en septembre, parce qu'après vous aurez la période estivale. Et puis dans le même temps, il faut savoir que les banques en fait commencent à resserrer l'octroi de crédit. Les taux se tendent un peu à la hausse, mais c'est pas si grave que ça pour le moment. Quand vous passez de 1,17 à 1,18 et puis ensuite à 1,25, c'est pas s'exciter ça. Pour 5 ou 10 points de base quand même. Fait que ça restera un environnement facilitateur. Mais l'octroi du crédit, c'est-à-dire des banques qui refusent des dossiers, ça par contre, ça peut avoir un impact important. D'ailleurs, les notaires déjà le disent, ils ont eu des refus, des annulations parce que le crédit n'était pas accordé. Alors, malgré tout, bien sûr, il y a
Sur l'ordre de grandeur, c'est ce que je vous disais, hein, on peut aller de moins 10 à moins 20%. Vous avez dire certains mais ce serait baromètres temporaire. Moi, ce que je note juste, Laurent, parce qu'on dit beaucoup de choses, potentiellement entre 5 et 15 ou 10 et 20% de baisse, mais temporaire. C'est beaucoup, 10 ou 20%. Temporairement, c'est quoi? C'est sur un trimestre, 2 trimestres? Alors, ça peut être sur 1 ou 2 trimestres, effectivement. Vous savez, des baromètres comme par exemple Meilleurs Agents, qui a priori est plutôt dans l'univers des agents immobiliers, lui aussi fait une estimation de baisse de l'ordre de 10%, hein, en disant que ça pourrait se traduire, en tout cas, et ça peut être d'ici la fin de l'année, et en le connectant en fait à une baisse assez sévère du volume de transactions. Néanmoins, 10% c'est modéré en fait quand on compare à la hausse de l'immobilier depuis 4 ans. Donc ça n'est pas forcément si grave que ça. Et il y a d'ailleurs des forces de rappel. C'est ça, avec des forces de rappel pour le marché immobilier, comme ce qu'on a vu d'ailleurs en 2008-2009. Il y a eu cette baisse sur 2-3 trimestres et pouf, après c'est reparti. Hein. Parce qu'en fait, l'immobilier, bien sûr, est une valeur refuge, et en fait, il a acquis d'ailleurs de nouvelles dimensions. C'est pas que la notion de valeur refuge, le fait qu'il y a moins de volatilité sur les prix, il y a effectivement la possibilité, on l'a vu, de préparer sa retraite en ayant fait une acquisition immobilière. Mais c'est aussi, il y a une dimension nouvelle qui est celle de la protection. C'est-à-dire que les Français, enfin, sur toute la planète, les gens ont fait expérience de ce que le logement apporte comme protection physique, y compris par rapport au virus et y compris par rapport à la qualité de vie au quotidien quand on est obligé d'être confiné. Donc il y a des forces de rappel, il y a celle aussi de la Banque Centrale Européenne qui effectivement fera tout pour que les taux restent bas. Ouais. Et il y a aussi, bien évidemment, alors il y a le rôle de la bourse. Alors, si j'ose dire, avec la hausse des dernières séances, ça n'est pas forcément l'argument favorable. Quand la baisse est plus prononcée ou quand la bourse a des moments de grande volatilité, c'est un argument aussi qui est en faveur de l'immobilier parce qu'on sait bien que l'immobilier c'est beaucoup moins liquide et que donc les effets sur les prix sont beaucoup plus difficiles. Enfin, il faut beaucoup plus de temps pour les apprécier. Il faut que les statistiques remontent. C'est des phénomènes qui se passent sur plusieurs mois. Donc, il y a effectivement ce qui nous fait pencher en fait, d'une part sur le fait que si on dépasse, on va dire, le début du mois de juillet, c'est-à-dire ce sur quoi nous avons des indicateurs actuellement grâce au notaire et à l'INSEE. Si on se projette en septembre, je pense qu'une baisse mécanique des prix serait assez probable. Donc c'est ça, on finit là-dessus, Laurent. Donc pour vous, le scénario le plus probable? Alors le scénario le plus probable, c'est en mettant de côté Paris, où on peut garder une situation tendue, parce qu'on a des profils d'acquéreurs et des profils de vendeurs un peu particuliers, on peut avoir effectivement 20 à 30% de recul des transactions en moyenne annuelle et une baisse des prix mécaniques, on va dire, de 5 à 15%, et qui, effectivement, avec une grande incertitude d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire que si, comme vous le disiez avec vos invités, en fait finalement la reprise se passe mieux que prévu, si l'économie redémarre beaucoup plus rapidement que prévu, s'il y a des effets d'accélération comme ceux qu'on voit sur les marchés financiers depuis quelques jours, et bien là, effectivement, il y aura un retour de l'optimisme et donc l'immobilier retrouvera ses fonctions habituelles et donc la baisse des prix n'aura été que ponctuelle ou provisoire. Mais je pense que ça paraît difficile de ne pas l'envisager à la rentrée de septembre, compte tenu de l'ampleur du choc qu'on va avoir, c'est-à-dire des réductions d'emplois, les risques de chômage, des faillites éventuelles dans certains secteurs. Forcément, derrière, il y a des gens qui sont des vendeurs ou des acquéreurs potentiels. Donc, ça va forcément avoir un impact, je pense, sur leur comportement. Bon, très bien. Voilà qui est très clair, docteur. On va regarder la couverture du revenu de cette semaine. Où vont les prix? Ça tombe bien. C'est votre enquête, le fruit du hasard. Donc c'est le dossier central effectivement sur lequel on revient un petit peu en détail. Mais effectivement d'autres sujets notamment liés à la fin de la période de la déclaration de revenus, c'est les derniers jours, donc quelques rappels utiles. Et puis aussi tout l'environnement boursier avec ses surprises et ses bonnes nouvelles, en tout cas sur les dernières séances, avec effectivement des effets de rattrapage boursier qu'il est intéressant de ne pas avoir raté si on a écouté le revenu et qu'on est revenu dans les marchés à temps. Là, il se passe effectivement, on a des niveaux de décalage haussiers en bourse qui sont assez étonnants. Oui. À lire donc cette semaine et surtout ce week-end tranquillement dans le revenu. Merci beaucoup Laurent. Laurent Saillard, donc journaliste à l'hebdomadaire. Bon week-end. Merci, au revoir David.